Quand le Monde classait le Burkina Faso parmi les États brisés, un chiffre a fissuré le cliché. 15 600 détenus appelés à quitter la cellule pour enfiler l'uniforme. En quelques semaines, un pays réputé pauvre et instable a transformé ses prisons en casernes, ses dossiers de condamnation en listes de soldats, ses couloirs de honte en colonnes de marche. Que signifie vraiment ce pari insensé où un chef d'État comme Ibrahim Traoré affirme que la faute peut devenir service et que la punition peut se recycler en protection collective? Si cette expérience tient debout, elle ne change pas seulement des trajectoires individuelles, elle redessine silencieusement les frontières de la souveraineté en Afrique. Ce récit n'est pas un simple reportage sur une réforme de prison, c'est la radiographie d'un système qui tente de transformer la pauvreté en ressource plutôt qu'en crime. Dans les prochaines minutes, le spectateur ne va pas seulement découvrir des chiffres impressionnants ou des images de défilés, il va suivre pas à pas comment un pays longtemps présenté comme un cas désespéré essaie de redéfinir ce que punir, protéger et reconstruire veulent dire. L'enjeu est double. Pour le Burkina Faso, prouver qu'une justice fondée sur le service peut renforcer la sécurité sans vendre son âme aux puissances extérieures. Pour le reste du continent, mesurer si ce laboratoire peut devenir un modèle ou un avertissement. Nous verrons comment des hommes, un jour enfermés pour des vols, des bagarres, des gestes de survie, deviennent des unités tactiques, mais aussi des symboles de fierté dans leur village. Nous suivrons la manière dont cette expérience bouscule la morale occidentale, inquiète les chancelleries et réveille les imaginaires de la jeunesse africaine. Et au fil du chemin, une question restera ouverte. Jusqu'où une nation peut-elle aller pour se relever sans trahir ce qu'elle appelle la justice? La première révélation ne se trouve pas dans un discours, mais dans une carte. En moins de 2 ans, sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso affirme avoir reconquis 92% de son territoire, tombé auparavant aux mains de groupes armés, inversant la proportion de zones rouges et de zones sécurisées. Ce pourcentage n'est pas un simple indicateur militaire. Il traduit le passage d'un pays vécu comme une euh, plaie ouverte à un espace où l'État tente de reprendre pied village après village. C'est dans ce contexte que la réforme des prisons apparaît non comme une parenthèse humanitaire, mais comme le dernier maillon d'une stratégie qui relie sécurité, économie et dignité. Pendant des années, le Sahel a été décrit par les puissances étrangères comme une zone d'instabilité à gérer à distance, avec des bases, des drones et des opérations spéciales. Pour les habitants, il s'agissait simplement de leur contint, un espace de vie où les champs, les marchés et les routes coexistaient avec la peur des attaques et le poids de la misère. Lorsque les armées françaises et américaines se retirent progressivement, elles laissent derrière elles des cimetières, des dettes et un vide stratégique. C'est dans ce vide qu'un jeune capitaine arrivé au pouvoir choisit une voie risquée: rompre avec cela, avec le modèle de contrôle hérité de la colonisation et refuser de déléguer la sécurité nationale à des partenaires extérieurs. Au lieu de demander de nouvelles missions internationales, le régime parie sur ses propres marges, les détenus condamnés pour des délits liés à la survie, ceux que la société avait mis de côté, mais qui connaissent mieux que quiconque les sentiers, les peurs et les failles du territoire. Le Burkina Faso devient ainsi un laboratoire paradoxal, un endroit où la souveraineté commence le jour où la pauvreté cesse d'être traitée uniquement comme une faute. À partir de là, chaque décision sur la justice ne renvoie plus seulement au droit, mais à une question brutale: un État assiégé peut-il se permettre d'enfermer sa propre main-d'œuvre quand il manque de bras pour défendre ses frontières et reconstruire ses villages? Le premier visage de cette transformation n'est ni celui d'un ministre, ni celui d'un officier, mais
celui d'un instructeur anonyme au centre d'entraînement de Pau. Chaque matin, il voit arriver des hommes qui portent encore l'odeur des cellules, fatigue incrustée, gestes hésitants, regard bas. Pourtant, au bout d'une semaine, quelque chose change. Pas une illumination, juste une nouvelle manière de marcher. Ces anciens détenus ne sont plus comptés comme des fautes vivantes, mais comme des recrues dont on attend un effort, un souffle, une responsabilité. Dans un village du Nord, une scène parallèle se joue. Une commerçante qui autrefois réclamait des peines plus sévères apporte désormais des repas aux casernes provisoires. Elle n'a pas soudainement pardonné. Elle a simplement constaté que les routes qu'elle emprunte à l'aube sont de nouveau fréquentées, que son étal n'a plus besoin d'être démonté en urgence. Ce sont ces micro-bascules, imperceptibles au début, qui révèlent l'impact précoce du programme. Non pas la disparition magique de la peur, mais la réapparition d'habitudes qu'on croyait perdues. À Kaya, un instituteur raconte aux enfants que servir ne signifie pas seulement porter une arme, mais protéger une école, réparer une clôture, guider une patrouille. Pour lui, l'arrivée de ces unités hybrides a remis en mouvement des quartiers jusque-là figés par l'incertitude. Les jeunes qui traînaient aux abords des terrains vagues observent ces anciens détenus s'entraîner au maniement des radios et découvrent une idée étrangement simple. La discipline peut être apprise comme n'importe quelle autre compétence. Ainsi, dès les premières semaines, la réforme cesse d'être un geste symbolique pour devenir une mécanique sociale. Un système où chaque action militaire génère un écho civil et où chaque doute initial se transforme en curiosité vigilante plutôt qu'en rejet. Tout commence un lundi matin, lorsque le ministère de la Justice transmet un décret bref, à peine 12 lignes, validé à l'aube par Ibrahim Traoré. La patrie a plus besoin d'eux que de leur chaîne. Une phrase sèche, presque bureaucratique, mais qui déclenche en quelques heures un mouvement impossible à arrêter. Les directeurs de prison reçoivent l'ordre de dresser les listes des détenus condamnés pour des délits de survie. Vol de riz, rixe au marché, nuit d'errance qui a mal tourné. Les noms s'empilent, se vérifient, s'équilibrent. Au total, 15 600 dossiers ressortent des archives. Puis, les portes s'ouvrent. À Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, les premiers groupes sortent sous un soleil blanc. Pas de grand discours, seulement une consigne. Rejoindre les camions militaires alignés à l'entrée. Les uniformes sont distribués rapidement, parfois sans les bonnes tailles, parfois encore pliés sous leur film plastique. L'objectif n'est pas l'esthétique, c'est la transition immédiate. Le pays ne cherche pas à pardonner, il cherche à mobiliser. 3 jours plus tard, l'étape décisive se joue à Pau, où le centre d'entraînement a été réorganisé dans l'urgence. Les recrues se tiennent en rang, pas encore soldats, plus tout à fait détenus. Les instructeurs, vétérans des guerres asymétriques, n'ont pas le temps d'expliquer la philosophie du programme. Ils imposent un rythme. Chaque matin, 10 kilomètres. Chaque après-midi, maniement d'armes factices, formation topographique, discipline de groupe. Chaque soir, histoire, souveraineté, récit national. On veut forger des réflexes autant que des convictions. Au bout de 2 semaines, les premiers signes de bascule apparaissent. Les hommes arrivent en avance, corrigent les gestes des nouveaux arrivés, réclament des missions de terrain pour payer leurs dettes autrement que par l'attente. Le centre de Pau change d'atmosphère. L'endroit n'est plus une zone militaire strictement fermée. C'est devenu une courroie de transmission entre deux mondes. Les villages voisins réagissent, certains avec méfiance, beaucoup avec prudence, puis avec utilité. Les habitants apportent des repas, des vêtements, parfois des outils. Ils n'auraient jamais imaginé soutenir ceux qu'ils craignaient quelques mois plus tôt. Mais l'ordre revient. Les marchés se rouvrent tôt le matin. Les axes secondaires,
autrefois évitées, redeviennent praticables grâce aux patrouilles mixtes. Dans une localité du Nord, un ancien détenu affecté à une unité de garde raconte à un commerçant comment il avait été sélectionné pour surveiller le même carrefour où il avait commis un vol. L'homme lui répond qu'il n'attend pas la perfection, seulement la constance. Ces dialogues minuscules, captés par hasard, révèlent ce que la chronologie officielle ne montre pas. La société teste la réforme en temps réel. Pendant ce temps, les chancelleries étrangères observent, perplexes. Elles n'avaient pas anticipé un programme aussi rapide, aussi radical, aussi contraire aux normes dominantes. Mais le Burkina Faso avance sans attendre les analyses extérieures. Les premières unités opérationnelles sont déployées sur des axes stratégiques. Routes commerciales, zones de transhumance, points d'eau chassés, un marché sensible. Elles travaillent avec des militaires réguliers, apprennent, se trompent, se reprennent. La montée en puissance est brutale, mais elle suit une logique simple: combler un vide que personne n'avait été capable de sécuriser auparavant. En moins de 3 mois, la ligne d'événements forme une trajectoire nette. Décret, libération, entraînement, redéploiement, stabilisation progressive. Une séquence fulgurante qui transforme un pari en dynamique nationale. L'évaluation du programme commence 6 mois après son lancement, lorsque les ministères concernés présentent un rapport commun. La méthode est stricte. 3 chiffres, pas un de plus, chacun accompagné d'un déplacement clair entre une situation initiale et un résultat observable. Le régime ne veut pas d'une avalanche de données impossibles à vérifier. Il veut une démonstration nette, lisible, presque pédagogique. Premier chiffre, 37% d'attaques. La baisse est calculée sur l'ensemble des zones reprises comparé au trimestre précédent. Baseline, un ordre instable marqué par les embuscades, les incursions rapides, les couloirs minés. Delta, des axes sécurisés, des patrouilles récurrentes, une pression moindre sur les villages isolés. L'explication officielle, donnée par un commandant expérimenté, tient en une phrase précise. Les anciens détenus connaissent les sentiers, la peur et les angles morts mieux que quiconque. Cette connaissance du terrain, longtemps considérée comme une faiblesse sociale, devient soudain un avantage tactique capable de réduire la marge de manœuvre des groupes armés. Deuxième chiffre, pulse un 21% de production agricole dans le Nord. Il ne s'agit pas d'une révolution agricole, mais d'un effet domino. Baseline, champs abandonnés, canaux endommagés, cycle de semis interrompu par les déplacements forcés. Delta, unité hybride qui démine les parcelles, protège les moissons, répare les petits ouvrages hydrauliques. Le ministère de l'Agriculture recense plus de 600 hectares remis en culture. Une chaîne causale simple se dessine. Moins de peur, plus de présence humaine, reprise du travail, surplus mesurable. Cette progression transforme la sécurité en nourriture et l'ordre en rendement. Dans un témoignage relayé à Ouagadougou, un paysan résume cet élan par une phrase devenue emblème. Nous semons dans la terre, mais surtout dans la confiance. Troisième chiffre, taux de récidive ramené à zéro. C'est la donnée la plus controversée, celle que certaines ONG qualifient d'illusion statistique. Baseline, un système carcéral saturé, coûteux, incapable d'offrir une seconde chance. Delta, 4 prisons fermées, redéploiement de 8% du budget militaire vers les infrastructures, aucune réincarcération recensée parmi les recrues au cours des 6 premiers mois. Les sceptiques y voient un biais. L'armée ne déclare pas les manquements mineurs. Les familles protègent les fautes. L'État souhaite démontrer la réussite du programme. Mais pour le gouvernement, l'important est ailleurs. Tant que les anciens détenus servent, patrouillent, cultivent ou réparent, ils ne retombent pas dans le cycle qui les avait menés en cellule. Ces 3 chiffres
forment la colonne vertébrale de l'argumentaire officiel. Ils ne prétendent pas raconter toute la réalité, mais ils posent un cadre. Un pays autrefois enlisé dans la dette sécuritaire réinvestit ses marges. Une société autrefois fragmentée retrouve des lignes de solidarité. Un État autrefois dépendant affirme une souveraineté pratique. Dans une réunion restreinte, Ibrahim Traoré résume cette logique en une formule que ses conseillers répètent souvent. Chaque prisonnier rééduqué devient un soldat. Chaque soldat digne renforce la nation. Baseline, delta, chiffres, preuves, données, direction. Ainsi, le programme s'impose non comme une narration idéologique, mais comme un système mesurable où chaque indicateur porte la trace d'une transformation en cours. Pour comprendre la portée réelle du programme, il faut accepter d'écouter les deux camps, sans caricature, sans slogan. D'un côté, les chancelleries occidentales et plusieurs ONG affirment qu'armer 15 600 anciens détenus revient à confier la sécurité nationale à ceux qui ont un jour transgressé la loi. Leur logique est simple, la discipline ne s'invente pas, la loyauté ne se décrète pas, et l'idéalisme ne remplace jamais les procédures de sélection. Selon eux, un dispositif issu des prisons porte en lui un risque structurel, dérive armée, insubordination, contamination morale. Ils évoquent l'histoire d'autres pays où des milices issues des marges ont fini par échapper au contrôle de l'État. Leur thèse centrale tient en une phrase. Sans une éthique aussi forte que les armes, aucune architecture sécuritaire ne tient debout. En face, les défenseurs du modèle burkinabé construisent un raisonnement tout aussi cohérent. Pour eux, un État pauvre ne peut pas se permettre l'orthodoxie militaire des puissances riches. Il doit composer avec ses réalités. Il rappelle que la majorité des détenus concernés n'étaient pas des criminels organisés, mais des hommes condamnés pour des délits de survie, et qu'en période de crise, priver la nation de leur force revient à affaiblir ses propres fondations. Ils soulignent aussi que les recrues n'ont montré aucun cas de désertion, aucun acte de trahison, aucune mutinerie dans les 6 premiers mois. Pour ces partisans, la motivation n'est pas idéologique, elle est existentielle. Celui qui a tout perdu combat plus fort pour renaître, confie un commandant cité dans le rapport. Entre ces deux blocs d'arguments, le Stillman consiste à reconnaître que chacun possède une part de vérité. Oui, intégrer d'anciens détenus comporte des risques réels. Oui, ces risques peuvent être atténués par un encadrement strict, une formation intense, une supervision serrée. Oui, une nation assiégée n'a pas le luxe de laisser dormir sa propre main-d'œuvre derrière des barreaux. Et oui, un système ne vaut que s'il est testé dans la durée, pas dans les premières semaines, mais dans les premières années. La question devient alors moins un affrontement moral qu'un test pragmatique. Un pays qui manque de bras peut-il inventer une justice qui produit plutôt qu'elle ne punit sans perdre son équilibre intérieur? Le pivot change tout. Cette phrase, sèche et brève, ouvre la seconde moitié du récit, le moment où le programme cesse d'être une réponse d'urgence pour devenir un instrument stratégique. Jusqu'ici, l'opération ressemblait à une reconstruction intérieure, mais au milieu du parcours, un détail discret, presque passé inaperçu, modifie la grille de lecture. Dans plusieurs zones récemment sécurisées, les unités hybrides ne se contentent plus de patrouiller. Elles réorganisent les points d'eau, balisent les pistes rurales, installent des relais de communication simplifiés. Ce geste, minuscule en apparence, change le rapport de force. Les groupes armés perdaient traditionnellement l'État grâce à leur mobilité. Désormais, ils perdent leur avantage lorsque l'environnement lui-même devient lisible et surveillable. Les conseillères du palais expliquent que ce midpoint révèle quelque chose d'essentiel.
L'expérience n'est pas seulement militaire, elle est administrative. En d'autres termes, le Burkina Faso n'utilise pas les anciens détenus pour tenir le front, mais pour densifier la présence de l'État là où il n'existait plus. Dans cette logique renouvelée, la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît brièvement, non comme chef d'orchestre unique, mais comme celui qui autorise ce changement d'échelle, le passage du combat territorial à l'architecture de souveraineté. Ainsi, le Midpoint expose une vérité nue. Lorsque la justice sort du tribunal pour reconstruire l'infrastructure invisible d'un pays, la sécurité n'est plus un objectif, elle devient une conséquence. Les effets du programme ne se lisent pas seulement dans les rapports militaires, ils se déploient en 4 cercles distincts: l'État, l'économie, la population, la région, comme si chaque action locale produisait une onde plus large. Et dans chacune de ces ondes, le nom d'Ibrahim Traoré revient comme un fil conducteur, non pour glorifier une personne, mais pour situer la source politique d'un basculement inédit. Sur le plan de l'État et de la sécurité nationale, la première transformation apparaît dans la manière dont l'État reprend des zones longtemps abandonnées. Les routes commerciales fermées depuis des années rouvrent par dizaines. Les axes au secondaire, autrefois synonymes d'embuscade, redeviennent praticables. Les forces régulières, longtemps surchargées, trouvent enfin des relais locaux. Le gain n'est pas seulement territorial, c'est un changement de posture. Un État fragile cesse de courir derrière la crise et commence à imposer son tempo. Les administrations préfectorales, revenues dans certains villages, constatent une baisse des déplacements forcés et un retour progressif des marchés hebdomadaires. Sur le plan de l'économie directe, la stabilité, même relative, agit comme un capital. Les artisans réinstallent des ateliers de mécanique et de réparation sur les routes rouvertes. Les transporteurs reprennent les trajets qui alimentaient autrefois les circuits régionaux. Les unités hybrides sécurisent les moissons, réparent les petits ponts, dégagent les pistes agricoles. Le résultat est mesurable. Davantage de produits circulent, les pertes dues aux attaques diminuent, et certaines chambres de commerce locales observent une hausse discrète mais régulière de l'activité. L'économie, enfin, ne respire plus sous perfusion, mais par ses propres poumons. Sur le plan social et communautaire, ici réside la conséquence la plus subtile. Dans les quartiers périphériques, les cérémonies du drapeau accueillent désormais les nouvelles unités comme une extension de la communauté. Les écoles invitent les recrues réhabilités pour parler discipline, service, dignité, geste impensable quelques mois auparavant. Les mères, qui avaient autrefois vu leurs fils enchaînés, assistent maintenant aux parades, un mélange d'orgueil et de prudence dans le regard. La peur se transforme en collaboration discrète, dons de nourriture, vêtements, outils, aide logistique. On ne célèbre pas encore la fin de la violence, mais on reconnaît un mouvement réel vers l'apaisement. Le sentiment collectif change. L'institution punitive devient instrument de reconstruction visible. Sur le plan régional et géopolitique, dans le Sahel, chaque évolution interne résonne au-delà des frontières. Le Mali et le Niger envoient des délégations pour étudier la mécanique du programme burkinabé. Les organisations régionales restent officiellement prudentes, mais leurs rapports internes évoquent une expérience à surveiller, une éventuelle matrice de souveraineté locale hors des cadres extérieurs habituels. Ce repositionnement gêne certaines puissances qui gravitaient autour des crises du Sahel. Il intrigue d'autres qui y voient une opportunité de recomposer les alliances. Le Burkina Faso, petit pays longtemps relégué au rang de théâtre d'ingérence, devient pour la première fois un exportateur potentiel de méthodes sécuritaires. Un renversement symbolique laissé dans l'ombre, mais bien réel. Ainsi, dans ces 4 cercles,
la réforme dépasse son objectif initial. Elle ne se contente pas de réduire la violence. Elle redéfinit les relations entre institutions, économie, citoyens et voisins. Et derrière chaque transformation, discrète ou massive, une ligne revient, celle qui relie l'expérimentation militaire au projet politique d'Ibrahim Traoré. À ce stade du programme, trois trajectoires plausibles émergent. Elles ne prédisent pas l'avenir. Elles décrivent les chemins qu'un pays en reconstruction peut emprunter selon la solidité de sa discipline interne, la réaction de ses partenaires et la capacité de ses institutions à absorber la montée en puissance des unités hybrides. Ibrahim Traoré, prudent, n'en privilégie officiellement aucune, mais ses conseillers reconnaissent que chaque scénario exige une forme différente de vigilance. Dans le scénario de base, dans cette version, la stabilité actuelle se maintient sans bond spectaculaire. Les unités hybrides continuent de patrouiller les zones sensibles, les forces régulières absorbent progressivement les recrues les plus performantes, et les administrations locales s'appuient sur cette présence sécuritaire pour normaliser les marchés, les écoles, les routes. Les attaques restent en baisse, mais de manière irrégulière. Certaines zones redeviennent fragiles selon les mouvements saisonniers. La dynamique est réelle, mais exige une supervision étroite. C'est une souveraineté qui avance à pas mesurés, dépendante du maintien du cadre disciplinaire instauré au début du programme. Dans le scénario optimiste, ici, la synergie entre civils, recrues et armées se renforce au-delà de ce qui était prévu. Les délégations du Mali et du Niger intensifient leurs visites, demandent à tester des modules de formation inspirés du modèle burkinabé, et certains cadres sécuritaires régionaux évoquent même un futur centre commun d'entraînement. La stabilisation relative attire des partenaires non traditionnels, Turquie, Russie ou États asiatiques, qui voient, dans le Sahel, une zone où investir sans passer par les circuits d'influence occidentaux. Le pays, longtemps dépendant de l'aide extérieure, pourrait alors devenir un pôle d'ingénierie sécuritaire, un point de bascule géopolitique où la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une exportation. Dans le scénario pessimiste, ce scénario repose sur une seule faille, la discipline. Si une mutinerie, même mineure, éclate dans une unité, ou si un incident grave met en cause un ancien détenu, la confiance pourrait s'effondrer. Les chancelleries étrangères s'en saisiraient immédiatement pour qualifier l'expérience d'échec idéologique. Les médias internationaux relanceraient la notion de militarisation du désespoir. Les sanctions reviendraient sous couvert de défense des droits humains. Le risque majeur n'est pas seulement la perte d'efficacité, c'est la perte de crédibilité d'un modèle entier. Ibrahim Traoré le répète souvent. Si notre justice trébuche, nous redeviendrons prisonniers de nous-mêmes. Entre ces trois scénarios, aucune certitude, mais une constante demeure. Un pays ne tient sa trajectoire que s'il garde le contrôle des hommes qu'il envoie sur le terrain. Et la mesure de ce contrôle décidera du visage du Burkina Faso dans un an. Les conséquences du programme ne se mesurent pas seulement sur les cartes ou dans les rapports, elles se lisent aussi dans la manière dont les citoyens se projettent à travers cette expérience. Pour la jeunesse urbaine, souvent en quête de modèles crédibles, l'histoire de ces anciens détenus devenus soldats fonctionne comme un miroir instable mais puissant. Si certains ont pu recommencer à zéro après avoir touché le fond, pourquoi pas eux? Les vidéos d'entraînement partagées sur les réseaux sociaux deviennent des symboles inattendus de persévérance, non parce qu'elles glorifient la guerre, mais parce qu'elles montrent un corps où l'effort, la discipline et la seconde chance ne sont pas de simples slogans. Dans les quartiers périphériques, les familles observent la transformation avec un mélange de prudence et de soulagement.
Elles savent que le programme n'efface pas le passé des recrues, mais elles voient aussi une réalité concrète. Les marchés rouvrent plus tôt, les écoles fonctionnent sans interruption, les déplacements nocturnes deviennent moins risqués. Ces petites améliorations du quotidien réconcilient lentement l'idée de justice avec celle de dignité. Pour beaucoup de mères, la réforme évoque une vérité intime. Il ne suffit pas de punir pour réparer, il faut offrir un horizon où se racheter a un sens. La diaspora, quant à elle, voit dans l'expérience burkinabé une forme de provocation constructive. Elle interroge ses propres certitudes. La justice doit-elle être uniquement punitive? Les États africains doivent-ils toujours s'aligner sur les modèles importés? Ces discussions, autrefois confinées au cercle militant, gagnent aujourd'hui les réseaux communautaires et les associations estudiantines. Elles ne cherchent pas des réponses définitives, mais un vocabulaire nouveau pour penser l'autonomie. Ainsi, au-delà des statistiques et des performances militaires, le programme interroge chacun de manière intime. Qu'attend-on réellement d'un État lorsque tout vacille? Punir, protéger ou permettre de recommencer? Pour transformer une expérience en système durable, le Burkina Faso doit formaliser ce qui n'était au départ qu'un pari. Les conseillers d'Ibrahim Traoré le reconnaissent. Sans une architecture claire, qui fait quoi, quand et comment mesurer, la dynamique actuelle pourrait s'essouffler. La feuille de route repose donc sur 4 leviers précis, chacun conçu pour verrouiller une dimension de la réforme. Première étape, standardiser l'encadrement. Les centres de formation passent sous double tutelle défense-justice. Objectif, éviter les dérives militantes, harmoniser les critères d'admission, tracer chaque recrue depuis la sortie de cellule jusqu'à l'intégration finale. Des grilles simples, ponctualité, discipline, maîtrise des gestes deviennent les indices obligatoires de suivi. Deuxième étape, étendre l'éducation civique. Les modules inspirés du programme entrent dans les lycées, universités et administrations locales. Il ne s'agit pas d'endoctrinement, il s'agit d'enseigner la dignité comme compétence sociale mesurable. Les évaluations incluent désormais la capacité à coopérer, à participer à des actions de communauté, à comprendre le lien service-souveraineté. Troisième étape, mutualiser la formation régionale. Le Mali et le Niger, déjà observateurs, signent des accords de coopération. Les unités hybrides burkinabées accueillent des instructeurs étrangers pour créer un tronc commun de pratiques adaptées au Sahel. Cette coopération, discrète mais structurée, réduit la dépendance historique vis-à-vis des puissances extérieures. Quatrième étape, imposer des indicateurs vérifiables. Ibrahim Traoré exige des chiffres plutôt que des slogans. Taux de récidive, village reconstruit, surface cultivée, infrastructures réparées, participation communautaire. Chaque volet dispose désormais d'un seuil minimal à atteindre par trimestre. Si les résultats stagnent, les unités sont réaffectées. Si elles progressent, elles deviennent référentes. Ainsi, la feuille de route transforme une initiative audacieuse en doctrine opérationnelle. La justice cesse d'être un principe abstrait. Elle devient un mécanisme suivi, calibré, où chaque avancée doit se prouver et se maintenir. Dans les premiers mois du programme, une image discrète avait circulé. Un instructeur posant la main sur l'épaule d'une recrue encore hésitante, à Pau. Cette scène, presque banale, revient désormais comme un motif de clôture. Car au fil des mois, ce geste a cessé d'être celui d'un formateur envers un ancien détenu. Il est devenu le symbole d'une nation qui réapprend à tenir ses fils debout, un par un, sans effacer leur passé, mais sans les y enfermer. Dans les villages, les parades ont remplacé les murmures. Les mères, qui attendaient derrière les barreaux, attendent maintenant au bord des avenues. Elles regardent passer ces hommes autrefois chassés des marges,
désormais appelés à protéger ce qu'ils avaient autrefois perdu. Et dans cette lente métamorphose, le nom d'Ibrahim Traoré surgit comme une ponctuation, non pour imposer une figure, mais pour rappeler que certains choix politiques ne transforment pas une loi, ils transforment un regard. Un enfant, observant les uniformes impeccables, demande à sa mère: ce sont des criminels? Elle répond doucement: non, ce sont des hommes qui ont appris à marcher droit. Cette phrase, simple et nue, porte ce que les chiffres ne diront jamais. Au-delà des pourcentages, il y a des trajectoires humaines qui se redressent et une société qui tente de guérir sans renoncer à sa dignité. Ce parcours, né d'un décret de 12 lignes et mûri dans la poussière du Sahel, ne prétend pas offrir une solution universelle. Il montre seulement qu'un pays longtemps décrit comme fragile peut tenter d'inventer sa propre manière de punir, de réparer et de se relever. Et derrière cette tentative, la silhouette d'Ibrahim Traoré rappelle qu'une réforme ne vit que si une société accepte d'en porter le poids, la discipline et les contradictions. Mais au-delà du Burkina Faso, une question demeure ouverte. Qu'attendons-nous réellement de la justice quand une communauté vacille? Qu'elle protège, qu'elle punisse ou qu'elle permette de recommencer sans reproduire les mêmes peines? Ce récit n'impose pas de réponse. Il propose une conversation, une invitation à réfléchir, sans certitude, à ce que pourrait devenir une justice qui ne se juge pas seulement dans les tribunaux, mais dans les mains, les routes, les écoles et les villages qui en portent les conséquences. Si cette expérience interroge, intrigue ou inspire, le débat ne se poursuit pas dans les chiffres, mais entre ceux qui regardent, questionnent et s'engagent. Et maintenant que vous avez tout le tableau sous les yeux, comment, vous, définiriez-vous une justice qui libère plutôt qu'elle n'enferme?